procès du siècle avions annoncé son ouverture le 24 septembre sur les affaires des équipements militaires et de l'achat de l'avion présidentiel a été durant ces 10 derniers jours riche en débats houleux, en découvertes plus surprenantes les unes que les autres, tout simplement dignes d'un film hollywoodien. Installez-vous, on vous raconte tout. L'audience a débuté avec la première accusée à la barre, Madame Boaré Fili Sissoko, poursuivie pour détournement de fonds et complicité d'atteinte aux biens publics. Malgré la gravité de ces accusations, c'est une personne sereine et de bonne foi qui a donné sa version des faits, tout en répondant aux questions des juges et même parfois en donnant des éclaircissements lorsqu'il le fallait durant tout le long du procès. L'interrogatoire de Madame Boaré Fili par la cour a duré des jours. Les juges ont vraiment pris leur temps pour cuisiner l'ancienne ministre des Finances sur ces deux affaires. Madame Boaré Fili Sissoko, pour sa défense, a souligné qu'elle avait agi tout le long sous les ordres de sa hiérarchie. Le procureur général a toutefois relevé des irrégularités dans la procédure de l'achat de l'avion présidentiel. Des écarts de sommes importantes ont aussi été observés dans le montant de la transaction, certains évoquant un coût 7 milliards de francs CFA, tandis que Mme Boaré parle de 18 milliards, le Trésor public lui de 21 milliards et l'ancien Premier ministre Moussa Mara lui avait parlé de 20 milliards. Mme Sissoko a maintenu que le contrat transmis par le ministère de la Défense s'élevait bien à 18 milliards. Un des moments marquants dans cette affaire est le témoignage du directeur national du Trésor de l'époque, M. Boubacar Ben Bouye Aïdara, à propos du virement de la troisième tranche du paiement de l'avion présidentiel d'une somme de 15 milliards de francs CFA. Là où se pose le problème est que le ministre Boaré affirme qu'elle n'a jamais ordonné ce paiement et que le ministre délégué à cette époque, Madani Touré, interférait dans ce dossier à son insu. Les directeurs du Trésor auraient donc fait le virement sans même avoir attendu les ordres de sa supérieure. Face à cette accusation, M. Aïdara confirme avoir reçu les factures et les bordereaux de la part du ministère de l'Économie et des Finances. Ce à quoi Mme Boaré a répondu vigoureusement en demandant à l'ex-directeur du Trésor de dire la vérité sur l'identité de la personne qui lui a donné cet ordre. Des échanges, comme vous devez l'imaginer, très tendus entre les deux anciens collaborateurs. L'ex-directeur du Trésor n'a pas pu fournir les pièces qui prouvent, comme les factures et les bordereaux, que l'ordre lui a été bel et bien donné par le ministère de l'Économie et des Finances, afin de décaisser cette somme d'argent. Des informations manquantes qui laissent planer des doutes au final sur la véracité du témoignage de l'ex-directeur du Trésor. Une autre déclaration très surprenante est celle du secrétaire général de la Défense et des anciens combattants, qui a révélé qu'aucune copie du contrat de l'achat présidentiel n'a été trouvée dans les archives du ministère de la Défense. Il estime que la copie devait s'y trouver puisque l'ancien ministre Feu Soumaïl Boubèye Maïga en était le signataire. Alors la question qui vaut son pesant d'or, où se trouve ce fameux contrat ? Pour l'affaire des équipements militaires, Mme Boaré a aussi été interrogée. Selon les faits, le gouvernement de l'époque a entamé les procédures afin d'équiper nos FAMA d'équipements militaires pour un montant de plus de 69 milliards de francs CFA. Un protocole d'accord a donc été établi entre la société fournisseuse et le ministère de la Défense des anciens combattants. Il est reproché à Mme Boaré Fili Sissoko d'avoir mis en œuvre ce protocole d'accord et délivré le 28 février 2014 à la Banque Atlantique une lettre de garantie autonome à hauteur de 100 milliards de francs CFA pour garantir et assurer son financement. Pour le ministère public, Mme Boaré aurait permis que les fonds publics soient détournés. Selon la ministre, ce protocole avait été signé par M. Kanyasi et avoir découvert ce document plus d'un mois après sa signature. Quant à M. Mahamadou Kamara, qui était directeur de cabinet à la présidence au moment des faits, est accusé d'avoir signé un mandat donnant les pouvoirs à M. Sidi Mohamed Kanyasi la mission d'acquérir les équipements militaires pour le compte de l'État.
ce qui ne relève pas de ses prérogatives, mais plutôt de celles du président de la République. Ce à quoi M. Camara a répondu en disant qu'il a agi sur la base d'instructions verbales données directement par le président, expliquant donc l'absence de documents formels. Le rôle d'Amadou Kouma dans le cadre du protocole signé avec M. Kanyasi a également été au cœur des débats. Amadou Camara a précisé n'avoir pris connaissance de ce protocole qu'après les faits et que son rôle s'était limité à la signature et à la transmission du document. Pour M. Camara, il est victime d'une injustice pour avoir tout simplement obéi aux ordres de son supérieur. S'agissant du colonel-major Noum Damitao, il est accusé d'avoir détourné 36 milliards de francs CFA dans l'affaire des équipements militaires. Il refute ces accusations et affirme avoir livré tous les équipements dont notre armée avait besoin et suivi les ordres de l'ancien Premier ministre Feu Soumaïlou Boubèye Maïga. Et enfin, pour le quatrième accusé, le général brigade Moustapha Drabo, qui est aussi accusé dans l'affaire des équipements militaires. De même, il dit avoir suivi à la lettre les ordres de son ministre de la Défense de l'époque. Il n'a pas participé à l'élaboration du contrat de Gostar, ni signé de PV de réception. Les audiences ont continué avec des déclarations et d'importants témoignages. Et l'un de ces témoignages les plus attendus était bien sûr celle de Ousmane Bouari, qui est l'assistant de l'opérateur économique Amadou Kouma, représentant de la société Gostar. Ousmane Bouari a affirmé avoir agi sous les ordres de son supérieur. Il a confirmé que les équipements avaient été livrés et qu'il en avait même les preuves. Le président de la Cour a fait savoir que dans le cadre de l'exécution du protocole Gostar, des versements ont été faits en début 2014 sur le compte de la société et dans deux autres comptes de la société basés en Côte d'Ivoire. M. Bouari a répondu qu'il n'a pas de commentaires à faire sur les deux autres comptes basés à Abidjan. Concernant les retraits qu'il a effectués par chèque au nom de Gostar, il a déclaré que ceci avait pour but d'alimenter les caisses de la société. M. Bouari a affirmé ne pas savoir quel montant total la société a reçu pour l'exécution du contrat. Alors que les accusés avaient été entendus ainsi que les témoins, le procès devait entamer sa phase décisive, au cours duquel le parquet général allait faire son réquisitoire et les avocats de la défense leur plaidoirie, pour ensuite laisser la place aux juges de fixer les accusés sur leur sort. Mais c'était sans compter sur les représentants de l'État qui ont chamboulé le processus. En effet, les représentants de l'État ont soulevé l'absence de témoins clés que sont les ex-anciens premiers ministres Oumar Tatamli et Moussa Mara, ainsi que l'ex-ministre délégué Madame Touré. Pour eux, trop de questions sans réponse sont encore présentes, afin qu'un jugement en toute transparence soit fait. La défense a vigoureusement réagi en dénonçant une basse stratégie du camp opposé, des échanges très intenses entre les deux parties où chacun défendait sa position bec en ongles. On se serait cru en guerre, ça tirait de partout. Malgré l'opposition des avocats et leurs contre-propositions pour la mise en liberté des accusés en cas de renvoi, la Cour a décidé de renvoyer les deux affaires à la chambre d'instruction de la Cour suprême, sans pour autant ordonner la mise en liberté des accusés en attendant la reprise du procès. Donc, au grand désarroi des accusés et de nombreuses personnes présentes dans la salle, que l'audience a été suspendue. Ce procès a mis en lumière les failles de la gestion administrative au Mali, la gestion des finances publiques au sommet de l'État et de même pour la responsabilité de hauts fonctionnaires face à des accusations graves de malversation et de détournement de fonds. Une chose est sûre est que ce procès prendra des mois avant que les Maliens connaissent la fin de cette affaire. Les témoins clés appelés à la barre par la Cour vont-ils se présenter à la reprise du procès? Une chose est sûre est que leur témoignage risque à coup sûr de bouleverser le cours du procès. Et enfin, les présumés coupables auront-ils une liberté provisoire? Les jours à venir nous édifieront plus. En attendant, les Maliens devront prendre leur mal en patience.